Il est l'heure, nous démarrons. Alors je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour, traiter de ce sujet, de la diversité et de l'inclusion au travail. Nous sommes vraiment dans cette optique de s'enrichir des différences. Je suis Géraldine Breton. Je vais commencer par, me présenter. Je suis sophrologue, formatrice aussi. J'ai aussi été pendant plus de 15 ans éducatrice spécialisée. J'ai travaillé dans le milieu notamment du handicap et du médico-social. J'ai développé comme domaine d'expertise la gestion du stress au travail, la communication non violente, la santé mentale en entreprise, l'inclusion et la diversité. Je suis une intervenante Goldmap. Je suis vraiment très, très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Ce thème, c'est vraiment un thème que j'ai à cœur et qui est, très important dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc on va parler de diversité, d'inclusion, de différence. Je vous propose cette citation, «La connaissance conduit à l'unité, comme l'ignorance mène à la diversité» et à moins que vous souhaitiez réagir tout de suite, mais ce que je vous propose, ça serait de pouvoir se la rappeler en fin d'intervention pour voir si on la comprend de la même manière. Ça pourrait être intéressant de la comprendre, de la traiter comme ça. Alors Goldmap, nous sommes un organisme de formation spécialisé en prévention de santé et de qualité de vie au travail. Bienvenue, je vois que les personnes sont en train d'arriver. Hem, Nous avons donc plusieurs thématiques ouvertes: santé physique, santé mentale et sécurité. Des formats variés: formation, sensibilisation, ateliers pratiques, conférences, ateliers individuels. Des interventions à tout niveau: salariés, managers, instances de direction. C'est plus de 5 000 actions de formation en 2023 que nous avons pu faire et nous avons une note moyenne de 4,5 sur 5. Cette fameuse note, que vous pourrez nous donner donc en cliquant sur le lien que j'ai épinglé dans le chat. La mission que nous avons chez Goldmap, c'est de faire de l'entreprise un acteur positif de la santé de chacun. Alors, vous êtes plus de 40, on va garder uniquement le chat comme lien, en fait, pour communiquer. Ce que je vous propose, c'est vraiment, tout au long de mon intervention, de pouvoir interagir. Ça, c'est ce qui rend vivant les choses et puis surtout sur ce sujet-là, on a besoin de pouvoir être dans l'ouverture, dans une forme de spontanéité, d'authenticité entre nous. Bien sûr, comme, tous les sujets, il n'y a pas de questions bêtes, au contraire. Dites-vous que si vous vous posez une question, c'est que certainement d'autres personnes se la posent aussi et puis il n'y a pas que les questions, ça peut être aussi un partage d'expérience. Ça, c'est vraiment très enrichissant à tous les niveaux. Donc vraiment soyez à l'aise pour utiliser ce chat. En même temps que j'anime, j'ai un œil pour vous répondre. Les points forts de cette intervention, donc, vont être de 4 types. Premier temps fort, nous allons définir la discrimination, l'inclusion, la diversité. C'est très important de savoir, de quoi on parle et de se mettre d'accord sur les termes. Deuxième temps fort, nous allons explorer le cadre légal de la diversité et de la discrimination au travail. Troisième temps fort, comprendre les inégalités et les discriminations. C'est vraiment très, très important, cette partie-là, de pouvoir les comprendre, comprendre comment elles naissent, comprendre aussi comment justement on peut faire, avec et du coup contre. On peut lutter contre les inégalités et discriminations et enfin, comment adapter un comportement inclusif envers ses collaborateurs. Donc partie aussi très, très importante. Bienvenue, hein, à toutes et à tous, vous êtes déjà 75. Vous avez eu une bonne matinée de travail déjà, il est 11 heures. Vous allez avoir cet après-midi encore du travail. Afin de se rendre vraiment disponible à ce moment-là, qu'on va partager ensemble, je vous propose un petit exercice qui va prendre moins d'une minute. C'est un exercice de sophrologie, l'exercice du pompage des épaules. En fait, c'est vraiment pour évacuer peut-être des petites tensions, des petits stress qu'on a pu avoir dans la matinée et puis surtout, revenir bien au présent. Voilà. Bonjour, merci, hein, pour vos messages. Bonjour à tous et à toutes. L'exercice est le suivant, je vais vous proposer de prendre là je l'explique et après je le fais avec vous. On va inspirer avec le nez, bloquer la respiration, secouer nos épaules et puis en ayant la respiration bloquée et puis enfin souffler par la bouche. Au moment où vous soufflez, vous pouvez vous dire: «Je relâche» et on relâche les épaules. C'est parti. Pour ceux et celles qui souhaitent faire ce petit exercice de recentrage, hein, c'est vraiment l'objectif, le pompage des épaules.
Laissez vos bras peut-être plus hors de la table. Je prends une grande inspiration, je bloque ma respiration, je secoue mes épaules et puis je vais relâcher en soufflant par la bouche. Une nouvelle fois, j'inspire, je bloque ma respiration, je secoue mes épaules et je souffle par la bouche. Une dernière fois, à votre rythme, inspire, blocage d'épaule, on les secoue et on souffle. Très bien. Alors, on commence dans le vif du sujet. Le saviez-vous? Saviez-vous qu'en moyenne, les femmes perçoivent 27 de moins que les hommes en matière de salaire? J'ai un œil sur vos réponses, vraiment, hein. Alors ce chiffre, peut-être que vous l'avez déjà entendu. Pour avoir plus de précision, il faut savoir que si on le creuse, en fait, nous avons 15 de différence de salaire à temps de travail équivalent. Et puis, si on est sur le temps de travail équivalent et en plus le poste équivalent, nous sommes à 4. Mais ces 4 là sont vraiment inacceptables. Et puis là, si chez Goldmap, on a choisi de vous parler de ces 27, c'est parce que justement, déjà, parler en soi de temps de travail différent entre hommes et femmes, c'est aussi parler d'une inégalité. Donc au final, 27 de salaire en plus sont perçus par les hommes par rapport aux femmes. Alors, ça s'explique justement par de la discrimination, des inégalités. Z Clairement, ce chiffre-là s'explique par le fait qu'il y a beaucoup plus de femmes en temps partiel et aussi, ça s'explique par le fait que beaucoup moins de femmes ont accès à des postes de direction. On arrive après à ce résultat-là. Maintenant, sur le pourquoi, on pourrait aller beaucoup plus loin et même ça irait au-delà de mes compétences, mais déjà se mettre avoir ça à l'esprit. Donc malheureusement, oui, je vois que des personnes étaient au courant. Non, a priori, c'est pas plus et heureusement, c'est déjà énorme. Un autre, le saviez-vous? Saviez-vous que l'origine ethnique est la première cause de discrimination citée à 35, devant l'âge, cité à 32, l'apparence physique 30 et les convictions politiques et syndicales à 25. Le saviez-vous? Je vous laisse un temps de réaction. Donc ça, c'est vraiment important, encore une fois, de l'avoir en tête. Nous, cette source-là, elle vient de l'Organisation internationale du travail. On est sur ce constat-là aujourd'hui en France. C'est pour ça que ce genre d'interventions ont un enjeu vraiment très important. C'est déjà très important de prendre connaissance de ça. Le taux d'emploi des personnes en situation de handicap est de 37. Alors oui, le handicap en fait partie, il vient pas parmi les premiers en fait. Néanmoins, avec cette donnée-là, on se rend compte qu'il y a une très grande discrimination par rapport aux personnes en situation de handicap. Alors pour être plus précis, là la source, c'est le Centre technique national d'études et de recherche sur les handicaps et les inadaptations. Pour être plus précis, 4 de l'ensemble des personnes embauchées sont en situation de handicap. Et pour que vous ayez une idée, le taux d'embauche en France, pour la population active est de 73,9. On est au niveau du taux d'emploi des personnes handicapées actives à 37. Alors non, je ne pense pas, je pense pas que la classe sociale ait été testée dans cette étude. C'est vraiment, une étude, là, on est sur un résultat général, simplement par rapport à la situation de handicap. 37, taux d'embauche, alors c'est très important de le signaler, des personnes handicapées actives. C'est-à-dire qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance leur confère le droit, en fait, leur confère l'aptitude, la capacité à pouvoir travailler. J'espère que ça a répondu à votre question. Une discrimination, là, pour aller dans les définitions, ça consiste à traiter différemment et défavorablement, merci pour votre réponse, une personne ou un groupe de personnes par rapport à d'autres individus placés dans la même situation. Donc c'est un traitement différent et défavorable pour une personne ou un groupe qui vivent la même situation. Je n'ai pas le détail,
du nombre d'entreprises qui ont participé à cette enquête, les chiffres venant en fait de l'organisme qui recense toutes les entreprises, elles sont vraiment très nombreuses. Alors vraiment, si vous voulez éclaircir cela, dans le détail, moi je vous invite à vous documenter au niveau du CTNERHI, sur leur site, vous aurez plus de détails. Centre technique national d'études et de recherche sur les handicaps et les inadaptations. En effet, hein, quand on arrive à un chiffre, c'est très important, quand on s'intéresse au sujet, d'aller plus dans le détail. C'est vrai que je ne vous cache pas qu'une intervention d'1 heure sur ce sujet-là, c'est hyper court, mais vraiment je vous invite à vous documenter pour en savoir plus. Donc la définition de la discrimination, j'espère que pour tout le monde c'est clair. Traitement différent et défavorable sur une même situation. La définition de l'inclusion, c'est que l'inclusion consiste à donner les mêmes chances d'accès à l'emploi, de perspectives d'évolution et d'intégration à toute personne évoluant au sein de l'entreprise, quelle que soit sa situation. On va voir en détail avec des exemples ce qu'est l'inclusion, hein. Il ne faut pas confondre la démarche de lutte contre la discrimination et celle de promotion de la diversité. Pourquoi il ne faut pas les confondre? En fait, la lutte contre la discrimination a une obligation légale. La discrimination possède une définition légale et elle répond à des critères officiels. Alors que les sources de diversité sont quant à elles infinies. N'hésitez pas à intervenir. Vous, par rapport à ces termes-là, à ces situations-là éventuelles de discrimination, est-ce que vous avez des situations ou des pratiques qui relèvent de cette discrimination? Alors j'avance, d'accord. Alors là, j'ai des exemples de discrimination. Donc, les formes de discrimination se nourrissent toutes de préjugés, de stéréotypes. Plus tard, ça va être très intéressant. On va voir comment d'un stéréotype, on passe à un préjugé, on arrive à de la discrimination. On va le voir en détail. Déjà, sur des exemples, je vais lire ceux qui sont pour moi les moins pénibles à lire. Enfin, Michel, à 55 ans, ça n'a pas de sens de demander à bénéficier d'une formation. On est complètement dans une discrimination à l'âge, évidemment. La gonzesse qui va m'apprendre mon métier ou me commander, elle n'est pas encore née. Discrimination. Oui, discrimination sur l'âge. Alors pardon, je réponds au chat, mais là, celle que je viens de vous dire, c'est discrimination au genre. Heu, Vous avez des types de phrases, tout le monde a son écran sous les yeux. Hem, Ça va être difficile pour vous de concilier ce type de poste avec votre statut de future maman. Malheureusement, c'est des choses qu'on a beaucoup entendues et qu'on continue à entendre. Dans la vie de tous les jours aussi, oui, et vous les avez malheureusement entendus. Alors, on m'a montré où était la serpillière pour mon premier jour de travail. Je ne pense pas que ce soit une blague que beaucoup d'hommes reçoivent à un poste de support informatique. Effectivement, je suis absolument d'accord avec vous. Ça parle bien de discrimination, puisque c'est pas une blague qui est faite aux hommes, d'après moi aussi. Tout à fait. La discrimination directe et indirecte. Alors, je ne sais pas si pour vous, c'est une notion claire? La discrimination, donc, elle peut être directe, c'est lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, clairement, dans une situation comparable en raison de critères non objectifs. Dans le cadre de l'emploi, c'est un critère non objectif que de faire, une blague à une femme parce que c'est une femme, en lien avec ce qu'on imagine d'une femme par rapport au ménage, par exemple, comme vous nous le racontez. Mettre une femme au placard au retour de son congé maternité, tout à fait. Là, on est sur une discrimination directe, heu, puisque au retour d'un congé, pour un homme, il ne va pas avoir la même chose. Alors bien sûr, ça ne sera pas un congé de maternité. Alors la discrimination indirecte, est-ce que vous arrivez à percevoir comment elle pourrait être? N'hésitez pas à l'écrire. En fait, la discrimination indirecte, c'est quand une pratique ou un critère en apparence neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier, plutôt pour certaines personnes que pour d'autres. Est-ce que vous auriez des exemples en tête?
L'exemple que je peux vous donner, ça serait, accorder un régime complémentaire de pension de retraite aux seuls employés, et agents qui auraient travaillé en temps plein depuis 15 ans, au moins. Là, c'est une discrimination indirecte faite aux femmes puisque, 26,7 enfin 26,7 des femmes travaillent en temps partiel. En tout cas, c'est une discrimination qui est faite aux personnes en temps partiel et par extension aux femmes, de manière indirecte. Est-ce que cet exemple, pour vous est clair? Qui nous dit mot consent, bienvenue, aux nouveaux participants. Merci, merci pour vos réponses, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez différencier l'intégration de l'inclusion? C'est vrai qu'on est dans des notions qui sont souvent confondues, qui sont proches, mais qui pourtant sont très différentes. Alors, là, on a vraiment les 4 schémas. Le premier schéma de ségrégation, on voit que le bonhomme gris, alors là, on emploie les termes par rapport au bonhomme gris. Donc ce bonhomme gris, il est dans une situation de ségrégation quand il ne peut pas, rentrer dans le cercle. Il est exclu quand on l'a sorti du cercle. D'accord. L'intégration, on voit qu'il est rentré dans le cercle du groupe, mais qu'il est encore avec, on va dire, son cercle autour de lui et c'était pour nous faire comprendre que c'est sa capacité d'adaptation. C'est-à-dire que l'intégration se repose sur le fait que la personne s'adapte à l'environnement dans lequel il évolue. L'inclusion, la différence, c'est qu'on voit qu'il y a pas cette notion d'adaptation, puisqu'il rentre dans un cercle, dans un environnement qui est pensé aussi pour lui. Le aussi est important. Il rentre dans un environnement inclusif qui serait pensé pour quasiment tout le monde. Je dis quasiment parce que peut-être que c'est difficile de vivre cet idéal-là. Donc l'inclusion met à égalité toutes les personnes, alors que l'intégration implique une adaptation de la part de la personne différente. Faire une journée d'intégration ne signifie pas appartenir au groupe. Alors, merci de le dire parce que, les séminaires d'intégration permettent une bonne intégration de la personne dans une équipe. Je pense que le même mot est utilisé, mais il a une fin différente. On ne parle pas du même concept, en fait. Mais merci de le dire. Après, peut-être que dans le temps, cette journée d'intégration pourrait devenir une journée d'inclusion. Je le mets en point d'interrogation. Mais en tout cas, on n'est pas sur la même chose. Est-ce que c'est clair au niveau de cette différence-là? Je propose un environnement inclusif quand l'environnement tout entier s'adapte à la personne qui va arriver. On est là sur de l'inclusion. Une même personne ne peut pas faire tous les métiers. Alors non, évidemment. En fait, l'inclusion, ça va permettre à la personne d'exercer son propre métier mais dans les mêmes conditions que les autres personnes. C'est-à-dire que sa différence ne va pas lui demander de devoir s'adapter. En fait, c'est vraiment pouvoir, par exemple, construire, des bureaux qui soient aussi, accessibles à des fauteuils roulants. Là, on voit bien que la personne va faire uniquement son travail en lien avec ses compétences, mais elle va rentrer dans un environnement qui sera déjà adapté à elle. C'est dans ce sens-là que c'est de l'inclusion. Et j'espère que c'est plus clair. Par définition, nous sommes tous différents en essence et bien sûr en existence, donc peu importe les groupes, il y aura toujours des différences. Merci. Dans votre exemple, prenez n'importe quel critère, cela fonctionne parfaitement. Bon, ben, merci de le dire. On arrive déjà sur la fin de cette intervention. Bien sûr qu'on est tous différents et en fait, et je vous renvoie même par rapport à la citation du début, de cette intervention où justement, on peut voir une unité justement parce que chacun est unique. On va aller un petit peu plus loin sur ça. Merci, hein, de l'avoir relevé et bienvenue aux personnes qui arrivent. Cadre légal de la diversité et de la discrimination au travail, c'est un passage important qu'on se remémore, alors ou qu'on prenne connaissance du cadre légal. Ce que dit la loi du 27 mai 2008, modifiée par la loi du 28 février 2017 et c'est la loi relative à la lutte contre les discriminations.
La discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, on va le voir en détail, et tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l'article 2. J'ai bien vu votre question. Mis à part des toilettes non genrées et des locaux accessibles, comment améliorer l'inclusivité dans le monde professionnel? Alors là, je vous réponds vraiment ce sera bien sûr pas exhaustif, mais peut-être qu'on peut prêter attention. Alors si on se place du côté du handicap, on peut prêter attention à la lumière, la qualité de la lumière, au bruit. Parce que pour des personnes neuroatypiques ou souffrant de certains, troubles ou handicaps, ça pourrait être vraiment compliqué pour elles. En fait, ça serait vraiment d'envisager l'environnement, le mieux possible par rapport à toutes les formes de diversité et c'est pour ça que, moi j'ai dit tout à l'heure le mot quasi, complètement adapté parce que c'est encore une fois un idéal. Mais là, on est dans une démarche d'inclusion. Donc je ne sais pas si mon exemple, vous éclaire, mais ça serait vraiment de raisonner, par rapport à différentes sources de diversité. Merci de signifier qu'il n'y a pas d'offense dans cette question. Je ne vois pas le lien avec des toilettes non genrées. Pourquoi ne pas avoir des toilettes mixtes dans ce cas? Quelle différence? Que faites-vous aux toilettes que je ne pourrais pas faire? Alors et merci de rajouter pas d'offense. Et vous le rajoutez certainement parce qu'en ce moment, ça peut être un sujet qui passionne. On va pas rentrer dans ce sujet-là, mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question. L'utilité de cette intervention entre nous, c'est que ça puisse, entraîner dans vos entreprises respectives du dialogue autour de ça. Vous voyez? Et comme vous le faites là, sans offense bien sûr, en le précisant. Le travail en open space, par exemple, n'est pas adapté à tous. Certaines personnes sont hypersensibles au bruit, ce n'est pas toujours suffisamment pris en compte. Mais justement, dans le cas d'un environnement inclusif, ça devrait être pris en compte, tout à fait. C'est la même chose non genré et mixte dans ce contexte. OK. Je reviens sur le code du travail, mais tout ce que vous écrivez, je vais prendre le temps de le lire, bien sûr, et je rebondirai dessus. Le principe de non-discrimination dans le code du travail, je cite: «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, formation, reclassement, affectation, pardon, qualification, classification, promotion professionnelle, mutation de renouvellement de contrat en raison ou en raison de critères discriminatoires». Les sanctions en matière de discrimination. Qui dit cadre légal dit sanction. Pour un individu, lorsque on est dans une situation de discrimination, la personne encourt jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Pour l'entreprise, 225 000 € d'amende. Pour les personnes représentant l'autorité publique, 5 ans de prison et jusqu'à 75 000 € d'amende. Il y a quelque chose d'important à savoir, même si on ne va pas forcément, le développer, c'est qu'au niveau de la preuve, nous ne sommes plus sur le cadre de la discrimination dans une présomption d'innocence. La présomption d'innocence ne s'applique pas en matière de discrimination et je trouve ça vraiment très pertinent, mais on n'est pas là pour faire de la politique, donc je n'ai rien à en penser. Sachez juste que dans une enquête pour discrimination, lorsqu'on arrive en justice pour une situation de discrimination, dans le cadre de l'entreprise, c'est à l'entreprise à prouver qu'elle ne fait pas de discrimination sur celle qui lui est reprochée. Donc c'est à elle d'avoir les preuves de son voilà, du fait qu'elle respecte la loi antidiscrimination. Je vois que ça va pour tout le monde, je continue. Il y a 25 critères de discrimination prohibés par la loi, sauriez-vous les citer? Alors je vous lis, je vous écoute, je vous lis et puis je vais poursuivre. On en a parlé là, hein, la différence homme-femme, le sexe, l'âge, tout à fait. L'origine ethnique, tout à fait. Alors, je rebondis par rapport, à cette force de la preuve, hein. Dans la réalité, est-ce réellement possible de prouver cela et que les personnes sont voilà et est-ce que les personnes sont réellement inculpées? Comme les agressions sexuelles qui ne sont pas réellement punies.
Alors, je partage votre avis sur la deuxième partie de votre phrase. Par rapport à votre question, en fait, il faut prouver que justement, peut-être quand on a fait notre recrutement, on a reçu des personnes qui étaient différentes les unes des autres. Alors, s'il y a une accusation sur tel type de discrimination, c'est ça qu'il va falloir prouver. Donc du côté des RH, du côté du recruteur, du recrutement, en fait, on a des dispositions à prendre qui sont vraiment en laissant des traces de tout ce parcours allant jusqu'à l'embauche, l'inclusion de la personne dans l'entreprise, et le fait qu'on puisse aussi garder en entreprise, par exemple, quelqu'un qui aurait eu un accident du travail grave, qui fait que maintenant il a un statut de personne handicapée, en situation de handicap. Ça va être, toutes ces preuves-là qu'il faut garder, toutes ces traces. Je ne sais pas si ça vous aide. Mais aujourd'hui, oui, des entreprises sont condamnées, on arrive à le prouver. Malheureusement, on ne peut pas tout prouver, mais déjà, on arrive à le prouver, tout à fait. Et vous voyez, du coup, ce grand intérêt de ne plus être dans la présomption d'innocence par rapport, à cela. Parce que pour un candidat ou pour un salarié, ça va être très difficile lui-même de prouver, que là, il y a eu une discrimination. Alors oui, vous les avez oui, tout à fait, vous les avez quasiment toutes citées. Les motifs de discrimination, le sexe, l'origine, le fait, la situation d'attendre un enfant, la grossesse, on en a parlé tout à l'heure, la situation de famille, l'apparence physique, le patronyme, vous venez de l'écrire, la vulnérabilité particulière liée à la situation économique, le lieu de résidence, l'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques. Alors pardon, hein, le sexe, l'âge, c'est dans les alors le sexe, qu'on soit homme ou femme, hein, évidemment, l'âge, qu'on soit considéré comme trop jeune ou trop vieux, là, on est vraiment sur les thèmes. Opinion politique, activité syndicale, qualité de lanceur d'alerte, qualité de facilitateur de lanceur d'alerte, langue parlée, ethnie, nation, race prétendue, religion. Alors, si vous pouviez, m'expliciter plus votre question, je la comprends pas. Pourquoi pas la préférence manuelle? J'arrive pas à comprendre la question. J'ai besoin de plus de détails. Hem, Lanceur d'alerte, ben, en fait, si on arrive à démontrer qu'on n'a pas eu assez à ce poste parce qu'on est un lanceur d'alerte ou qu'on est victime de discrimination pour ça, en fait, il est bien question de discrimination. Être gaucher pourrait-il être un motif de discrimination dans la vie de tous les jours avec des objets systématiquement posés à droite, portiques, alors, être gaucher, c'est vraiment, oui, la société n'est pas adaptée aux gauchers, bien sûr. Donc il y a une inégalité qui est reconnue par rapport aux gauchers. Pour la langue parlée, pouvez-vous développer? Ben, en fait, oui, ça va être alors pas forcément, dans le cadre de l'entreprise, mais ça va être la langue maternelle de la personne à compétences égales. Si la personne donc a ces mêmes compétences techniques et même, au niveau du français, et cetera, mais que, ce n'est pas sa langue maternelle et qu'à compétences égales, je choisis la personne qui a pour langue maternelle le français, là, je fais une discrimination par rapport à la langue parlée. Utilisée au sein de l'entreprise n'est-elle pas la langue de la personne? Oui, c'est par rapport à ça, tout à fait. Après, attention, ça ne veut pas dire que, ce serait discriminant si vous parlez tout le temps une langue étrangère que personne ne vous comprend et que vous pourriez aller là, d'accord? L'accent aussi d'ailleurs, mais bien sûr, ça rejoint ça tout à fait. La discrimination à l'accent, vous l'avez peut-être deviné, perçu, je suis marseillaise, donc je connais cette discrimination. Alors je poursuis, hein. Dès que ça se calme au niveau de vos retours, je poursuis. On arrive vraiment dans le cœur du sujet, comprendre les inégalités et les discriminations. Hem, alors non, mais si pour prouver qu'on embauche des salariés de toute orientation sexuelle, on ne va pas évidemment demander à chacun de dire quelle est son orientation. Tout à fait. Glottophobie. Merci, j'ignorais le nom. Heu, c'est par rapport à la langue parlée. Je l'ignorais, merci beaucoup. Comprendre les inégalités et les discriminations. Alors le processus de la discrimination, là je trouve que c'est vraiment très important ce schéma. Tout commence par un stéréotype. Alors, on va se mettre à l'aise, hein. Le stéréotype, c'est naturel. D'ailleurs, c'est quasiment un biais cognitif que nous avons tous. Le biais cognitif, c'est simplement quand notre mental, pour nous protéger,
à un cheminement qui est faux, quand notre mental se trompe. Il a un raisonnement qui est faux, mais c'est naturel d'avoir ce type de raisonnement parce que c'est dans un but de nous protéger. Les stéréotypes, nous en avons tous qui nous viennent à l'esprit lors de l'exercice qu'on va faire dans quelques minutes. Vous allez pouvoir, parler de ça, voilà, ça sera assez amusant. Le stéréotype Les stéréotypes vont induire nos préjugés. Alors les stéréotypes, c'est vraiment sur des catégories de personnes, les hommes, les femmes, on peut rester sur ça. Un stéréotype concernant une femme, les femmes, ça pourrait être de dire: «Les femmes sont douces et gentilles». Stéréotype. Un stéréotype qui est très bien contourné, j'ai découvert ça hier sur la nouvelle campagne pour la prévention routière. Le stéréotype qui voudrait nous faire penser que les femmes conduisent mal. La prévention routière casse les préjugés justement en utilisant ce stéréotype et en écrivant: «Conduisez comme une femme» et tout de suite après, elle nous donne des statistiques que j'ai notées. 84 des accidents mortels sont causés par des hommes. 93 des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident sont des hommes. Et c'est assez habile dans le cadre de la prévention de passer par le fait de casser un stéréotype. Donc stéréotype, les femmes, on part sur celui-là, sont douces et gentilles. Ça va induire un préjugé. Le préjugé, ça pourrait être sur ce stéréotype-là que les femmes ne peuvent pas être de bonnes directrices. Là, vous voyez comment du stéréotype, on peut passer au préjugé. Ah, mais j'ai pas encore vu l'affiche. J'ai juste vu la campagne, à la télé. Personnellement, j'aime bien, mais c'est parce que l'inclusion me parle et le fait de casser les stéréotypes et les préjugés. Stéréotypes, les femmes sont douces et gentilles. Préjugés, elles ne peuvent donc pas accéder à des places de directrice. Le préjugé, là, c'est vraiment, je mets cette idée de base, cette croyance sur la personne, sur ce type de personne, en adéquation avec la situation, et donc je prends encore un raccourci. Les préjugés vont engendrer de la discrimination, parce que si je reste sur mon exemple des femmes qui sont douces et gentilles et que ça, en plus, c'est incompatible avec le fait d'accéder à des postes de direction, forcément avec ces croyances-là, je ne vais pas en premier lieu penser à des femmes dans mon équipe quand il va s'agir de promotion. Les discriminations, donc arrivé à ce niveau-là, si je ne pense pas à des femmes pour ces postes-là, beh, forcément, je vais renforcer l'inégalité qu'il y a au niveau, et on l'a vu, ce fameux 27 d'inégalité de salaire, il est beaucoup appuyé par rapport à ce stéréotype, ce préjugé, ces discriminations-là, puisque ça fait l'inégalité de l'accessibilité aux femmes sur des postes à responsabilité de direction. Les inégalités vont consolider les stéréotypes, parce que forcément quelqu'un va me dire, mais pas dans cette assistance-là, pas un de vous, va me dire: «Mais si, j'ai raison, elles sont douces et gentilles et c'est incompatible avec ces postes-là, parce que vous voyez Géraldine, on ne les voit pas sur ces postes». Sauf que le «on ne les voit pas», ben, c'est juste l'inégalité qui a démarré par un stéréotype. Et ça consolide ce stéréotype concernant les femmes. C'est vraiment un exemple, hein. Je me rends compte qu'on a beaucoup parlé d'inégalité hommes-femmes. On va peut-être parler, d'autres types d'inégalités. J'ai l'impression que pour vous c'est clair, je ne vois pas de questions, alors je poursuis. Quel est l'impact de nos stéréotypes et de nos préjugés sur nos actes, d'après vous? On a écrit nos stéréotypes et nos préjugés chez Goldman parce qu'encore une fois, c'est tout à fait humain d'avoir des stéréotypes en tête. Notre cerveau est comme ça, hein. Pour qu'il s'y retrouve, il classifie et ça nous sert. Heu, on va voir que ça va être très intéressant, ça va être dans la dernière partie, hein. Comment faire justement pour ne pas être guidé par nos stéréotypes, puis par nos préjugés? Oui, c'est complètement des biais cognitifs, tout à fait. Alors je vous donne cet exemple-là. Une publicité pour McDonald's: «Venez comme vous êtes». Vous pensez quoi de ces personnes-là si vous êtes le recruteur? Un biais cognitif, tout à fait, qui est intéressant. On a tendance à se tourner vers des personnes qui nous ressemblent, tout à fait. Alors oui, c'est la même personne, exactement. On va avoir un comportement biaisé, pas forcément consciemment. Exactement. C'est pour ça, c'est tout l'intérêt d'en parler. C'est que là, on se parle consciemment, on voit des chiffres, on est confronté un petit peu à l'effet que ça nous fait de voir ces messieurs, mais on pourrait aussi se dire qu'est-ce que ça nous fait en tant que recruteur de s'imaginer avoir affaire à chacune de ces femmes aussi. Qu'est-ce qu'on en pense? Hem, n'hésitez pas, hein,
allez-y. Vraiment, le fait d'en parler consciemment, forcément, ça va travailler sur notre inconscient et ça va nous permettre aussi d'être un peu plus observateurs de nos stéréotypes quand ils se présentent. Moi, je vous cache pas, hein, que depuis que je m'intéresse à l'inclusion et que je me suis formée à ce sujet-là, forcément, je suis tout à fait consciente, peut-être 10 fois plus, de mes stéréotypes quand ils arrivent. On n'a pas forcément, en tant que recruteur, envie de recruter toutes ces personnes. Merci pour votre, honnêteté, évidemment. J'ai envie de dire, d'autant plus ce monsieur qui a l'air torse nu, puisque je ne vois aucune manche. Tout à fait. Alors, on a tendance, selon l'apparence, à mettre les gens dans des cases. Exactement. Alors, on n'est pas en train de se dire que notre apparence ne parle pas de nous. Bien sûr, on le sait dans la communication, ce qu'on donne à voir, ce qu'on montre à voir parle aussi de nous. Néanmoins, le raccourci fait sur «tu es dans cette case», bah, forcément, il y a pas de raison que ce soit nous et puis même si ça ressemble à beaucoup de personnes qui ressemblent à ça, peut-être que vous faites partie des exceptions et que ce n'est pas vous et qu'à partir de là, ben, on passe à côté. Conduisez comme une femme, n'est-ce consolider un stéréotype de la femme? Alors oui, 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 tout à fait, hein. Moi alors et je l'ai fait exprès, merci de le dire. Vous êtes choqués par cette campagne «Conduisez comme une femme». Oui, alors je comprends parce que bien en fait, pour casser le préjugé, la campagne se balance un autre préjugé. Évidemment que, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui conduisent très bien. Donc c'est, ça devient un préjugé. Je pense que, comme en bon marketing, c'était un petit peu pour retenir l'attention. Parce que oui, c'est choquant, c'est je balaye un préjugé par des statistiques, mais du coup, ça me fait conclure à un autre préjugé. On est d'accord? Alors, pardon, hein, je prends le temps de vous lire. Alors, des remarques, OK. Qui définit le niveau à atteindre au niveau des critères? Les différences peuvent être réalisées à tellement de niveaux. Rien que de dire: «Je préfère une personne à une autre» et en soi une différence. Nous sommes tous différents. Oui, je suis d'accord. Il y a aussi le cas dans un environnement pro, recrutement notamment, des tenues qui vont pas être acceptées. Ce n'est pas un préjugé, c'est un jugement objectif en entretien. Tout à fait. Alors, OK, si on oublie les tenues, peut-être on pourrait se dire le maquillage, les lunettes, hem, aussi, le bronzage, peut-être que ça peut compter. En tout cas, là, c'était vraiment pour, s'en amuser et se être confronté à ça nous-mêmes. Se dire: «Ben, oui, en effet, quand je vois ces personnes-là, tout de suite, je pense quelque chose». Après, bien sûr qu'en entretien, la moitié de ces personnages alors la moitié, je sais pas, non, pas la moitié quand même. Hem, oui, garder la veste en entretien, c'est limite. Ouais, quasiment la moitié de ces personnages, ne seraient pas adaptés en entretien. Un peu moins de la moitié. Tout à fait, il y a quand même des codes. N'est-il pas normal de juger sur le physique étant donné que chacun sait ce qu'il projette et que l'apparence est un moyen d'exprimer son attitude? Alors encore une fois, oui, alors c'est l'occasion, si vous ne l'avez pas en tête, de se le rappeler à nous-mêmes. Ma manière de choisir mes habits, soutient mon message, soutient, même, qui je suis évidemment. Néanmoins, beh, merci. La phrase est encore mieux dite que celle que j'allais dire. On recrute des compétences et pas un physique. Alors là, on parlait des vêtements. Les vêtements, c'est pas le physique. Ça fait quand même un ensemble et on recrute des compétences, bien sûr. L'attitude compte, évidemment. Je suis pas, en train de vous dire on n'est pas en train d'essentialiser les personnes et dire vraiment, hem mettez-vous en tête, à chaque fois que vous êtes en face de quelqu'un, que, vous n'avez aucun jugement, là, on est sur la question de l'entretien, qui a un lien avec les compétences et puis on va pas définir la personne que par rapport à sa différence. Ça, c'est vraiment l'essentialiser. Tu peux avoir une très bonne attitude sans être en costume, tout à fait. Dans ces photos-là, il y a pas vraiment d'attitude. Oui, alors c'est vrai, pardon, c'est vrai. Les personnages, les 4 personnages, respectifs sont souriants, tout à fait. Oui, c'est très important. Tout est dit quand je dis qu'il faut pas essentialiser les personnes. Évidemment et vous voyez, merci parce que grâce à l'exercice, on en arrive là. La personne ne se définit pas par sa différence. La personne, c'est une personne et en fait, j'ai envie de dire nous, chacun d'entre nous, n'est pas défini par une de ses particularités. C'est une de ses particularités. Par contre alors non, on enlève le par contre, je fais juste une virgule, virgule, il est prouvé que quand on est accepté plutôt d'une manière entière, avec l'ensemble de nos particularités, bah, on se sent plus heureux. On se sent plus, justement, aimé
apprécié. Alors on n'est pas au travail pour s'aimer, mais quand même quand on est apprécié au travail, on a des chances d'y rester plus longtemps. Ça, je vous le dis parce que, par exemple, dévoiler, sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, sa RQTH, ce n'est pas du tout une obligation. Ça dépend vraiment de la personne concernée. Mais c'est vrai que le cadeau qu'elle peut se faire elle-même en le faisant, c'est qu'elle va enfin pouvoir être connue et reconnue pour l'ensemble de ses particularités. Mais encore une fois, ça serait vraiment, tout autant stigmatisant que de ne voir en elle que sa différence, que son handicap, que son origine ethnique, que, toute forme de différence. Homme-femme, j'en ai pas parlé parce que ça se voit plus facilement. Il n'y a pas de règle d'attitude, le physique, les vêtements ne fait pas la différence. Alors pardon. L'existence précède l'essence. Génial! Merci, merci pour cette phrase. Hem, je suis d'accord sur ce que vous dites. Quelqu'un qui se présente de manière complètement négligée, il lance un message en entretien, hein. On est d'accord. Son choix vestimentaire montre une capacité à s'adapter au contexte. Quelqu'un qui vient pour un recrutement sur un poste avec une partie commerciale arrive en Bermuda et montre une incompréhension, un manque de compétences sur la présentation. Bien sûr, un manque de connaissances aussi, tout à fait, et peut-être de motivation. On garde ça, hein, on garde ça, tout à fait. Là, on se dit juste alors on va, peut-être mettre de côté la question d'entretien d'embauche. Au quotidien, la personne vient habillée de cette manière, comme on a sous les yeux. Elle ne travaille pas directement avec des clients. Elle aurait peut-être des compétences techniques, qu'elle ferait dans un bureau. On est déjà dans autre chose, mais peut-être quoi qu'elle fasse, en tout cas, elle est dans l'entreprise avec nous et ben, quand je la croise alors que je la connais pas trop, forcément, parce que je vois, j'en pense quelque chose. C'était vraiment pour, voilà, pour «nous attraper» entre guillemets sur ça. La partie, à mes yeux, la plus intéressante, une fois qu'on a placé ça, comment rendre le milieu de travail inclusif? Alors, sur cette partie-là, sensibiliser tous les salariés. Là, c'est ce qu'on est en train de faire. On n'est pas dans ce jugement de valeur. C'est bien, c'est mal, on va voir tout à l'heure. C'est juste qu'il y a un enjeu sociétal à pouvoir être dans une politique d'inclusion. Mais déjà, se parler de c'est quoi nos stéréotypes. On en a envers les autres et on en a envers nous-mêmes aussi. Qui ne s'est jamais dit: «Oh là là, alors là, je suis parfaitement dans le tableau de du parfait, c'est intéressant, voilà, de sensibiliser à ça pour pouvoir faire un petit pas de côté et être plus conscient de justement ce qui se passe en automatique dans nos têtes. Informer sur ce que dit la loi. Donc faites ça dans vos entreprises, c'est vraiment important. Je sais qu'aujourd'hui, vous venez de différentes entreprises. Il y a vraiment la loi par contre, c'est pas forcément quelque chose qui se discute. C'est déjà une information. Cette loi existe, je l'affiche et j'en parle. Sensibiliser et former les managers ressources humaines impliqués dans le recrutement, gestion de carrière, formation, aux enjeux de la diversité. On va les voir tout à l'heure, les enjeux de la diversité. Aménager le travail pour pouvoir promouvoir l'égalité des chances et pas d'échanges. Pardon pour cette coquille, je la changerai tout à l'heure. Aménagement de poste pour les personnes en situation de handicap, arrêt des réunions le soir pour ne pas discriminer les parents et les aidants familiaux. Vous voyez, là, on est du concret sur l'inclusion, mixer les équipes, ouvrir des métiers dits masculins aux femmes et l'inverse. Soutenir des associations qui œuvrent pour l'égalité, créer un baromètre interne pour mesurer la diversité des effectifs ou un outil de mesure du ressenti de la discrimination, bien sûr de manière anonyme, dans le cadre, quand c'est fait avec des salariés, écouter, comprendre, analyser le rapport à la discrimination. Juste de s'ouvrir à ça, c'est vraiment intéressant. L'égalité des chances, bien sûr, c'est dans notre sujet complètement. L'égalité des chances, c'est de pouvoir, à compétences égales, donner les mêmes chances à tout le monde, bien sûr. Si vous voulez creuser, n'hésitez pas, hein. Que pourriez-vous faire pour favoriser la diversité et l'inclusion au travail? Hem Alors, gardez en tête qu'est-ce que vous pourriez faire vous, à votre niveau. Ça peut être juste prendre conscience de mes stéréotypes ou ça peut être parler en début de semaine prochaine de cette intervention à mon équipe, si toute votre équipe n'est pas là. C'est divers, hein. C'est pas forcément, sur un poste à responsabilité, changer l'intitulé, par exemple, de vos offres d'emploi, qui signifierait que vous êtes une entreprise inclusive. On peut être dans des toutes petites actions. D'ailleurs, il n'y a pas de changement d'organisation tant qu'il n'y a pas un changement de vue, de vision à titre individuel. C'est pour ça que là, je m'adresse vraiment à chacun de vous, quels que soient vos postes. C'est comme ça que les choses évoluent.
L'inclusion et la diversité constituent un véritable levier de performance pour les organisations de toute taille. C'est démontré statistiquement. Une rentabilité, une productivité supérieure de 63%. Alors là, on est sur la source OIT, si vous voulez aller plus en détail. Organisation internationale du travail. Un surplus de créativité, d'innovation et d'ouverture d'esprit de 60%. Pareil, vous pouvez aller vérifier les sources et surtout aller les creuser si vous le souhaitez. Une aptitude plus élevée à attirer les talents de 60%. Toujours les mêmes sources. D'après vous, pourquoi on est sur, cette très belle plus-value à pratiquer l'inclusion en entreprise? Pourquoi on est sur ces résultats-là d'après vous? Alors je vous mets sur la voie, j'avance. Alors en fait, les avantages de cet environnement social qui serait bienveillant, cet environnement inclusif, c'est que l'entreprise plus diverse ressemble plus à sa clientèle. Clientèle est diverse. Ça peut être un bénéfice au bien-être des équipes. Ça a été évalué sur le cadre de la prévention des risques psychosociaux. Par exemple, quand je fais attention à mon éclairage par rapport à des personnes qui ont des troubles spécifiques, je rends service à tout le monde, au niveau de la qualité, et de vie au travail et du bien-être. Tout à fait. Il est aussi question, bien sûr, de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, bien sûr. Ça lève des freins d'être dans, un environnement, de diversité où il y a beaucoup, beaucoup de différences. Une grande partie des jeunes ne mettent plus la valeur travail au centre de leur existence, mais plutôt le sens et l'éthique qui correspondent à leurs principes. Donc là aussi, sur l'attractivité de l'entreprise, vous gagnez beaucoup de points quand vous proposez cet environnement-là, cet environnement qui ressemble beaucoup plus à l'extérieur. En matière d'innovation, ah là là, innovation et créativité, tout à fait, ça augmente beaucoup. Les personnes qu'on va inclure vont avoir une approche totalement différente. Par exemple, une personne neuroatypique va envisager les choses différemment ou va avoir un intérêt spécial, pour quelqu'un ou quelque chose qui peut apporter un plus à son équipe, bien sûr, et c'est là qui est l'enrichissement. Je suis vraiment très heureuse de vos réponses, c'est très concret. La différence constitue une source insoupçonnée d'innovation, d'enrichissement collectif et de bien-être personnel. Tout à fait. On est vraiment, ben, je vous êtes un public convaincu et je suis contente parce que vous êtes nombreux, 82 personnes, hem, donc on est vraiment sur ça. L'entreprise aussi, elle peut être victime elle-même du manque de diversité. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que les entreprises qui ne pratiquent pas la diversité, qui ne proposent pas un environnement inclusif à leurs collaborateurs, en sont elles-mêmes victimes quand on voit ces chiffres-là. Alors pour conclure, mais il nous reste encore quelques minutes pour, aller plus loin. Moi, ce que j'aimerais, vraiment que vous ayez en tête, c'est cette idée-là, alors qui n'est pas écrite sur le résumé, de ne pas essentialiser les personnes, c'est-à-dire de ne pas définir la personne à sa différence. C'est super important. C'est presque un préalable de pouvoir se parler entre nous de diversité et d'inclusion. Donc c'est vraiment important de l'avoir en tête. Je m'ouvre à la différence de l'autre et je me rappelle, je fais un effort parce que j'ai plein de biais cognitifs derrière qui vont me faire voir que ça, mais je fais l'effort de me rappeler qu'elle n'est pas que ça, cette personne-là. Il y a rien de plus difficile pour avoir été très longtemps aux côtés de personnes en situation de handicap lourd, il y a rien de plus difficile et pénible pour elles que de n'être envisagée que sur cette différence visible. 2 actions différentes sont à mener au travail, lutter contre les discriminations, du point de vue légal, puisque c'est vraiment une obligation de lutter contre les discriminations et en parallèle, promouvoir la diversité. On est sur 2 champs qui sont différents et qui vont ensemble. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire tout au long de son parcours professionnel. Je m'appuie sur quelque chose, un exemple, hem, vous avez été embauché, vous n'étiez pas en situation de handicap. Finalement, plus tard, dans au cours de votre carrière, vous le devenez. Vous êtes mal à l'aise d'en parler, vous avez peur que ça change. Il est interdit que les choses changent vous concernant. C'est répréhensible par la loi. Après, à vous de voir si vous souhaitez en parler et ce n'est pas une obligation. Encore une fois, j'insiste vraiment, même si vous bénéficiez de la RQTH, ce n'est pas une obligation d'en parler. Si vous le faites, vous pourrez peut-être avoir le sentiment d'être, connu et reconnu pour qui vous êtes dans sa globalité. Mais encore une fois, ça appartient à chacun et et ça doit rester tel quel. Hem
Ça permet de challenger les idées reçues, d'ouvrir de nouveaux possibles. Pardon, je lis le chat. Notre force, c'est aussi nos différences, je pense. Complètement, complètement. Et nos différences multiples, parce que vous et moi, est-ce qu'on est concernés par des différences qui concernent la discrimination? Je ne sais pas. Enfin, me concernant, je le sais. Pour chacun d'entre vous, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous sommes tous uniques, donc différents les uns des autres. C'est ce qu'on nous a dit, un de vous, au début, au préalable. Je poursuis, après je vous lis. Dans l'inclusion, il n'existe pas de groupe de personnes. Toutes les personnes présentent des besoins communs et individuels. L'égalité et la différence trouvent leur place, la diversité est la norme. Moi, j'aime beaucoup cette fin de phrase où la diversité est la norme puisque on est de toute manière, hors groupe, chacun unique. Un environnement qui est adapté à chacun. Je vais rebondir sur ce que vous avez écrit. Et enfin, une atmosphère de travail inclusive favorise la créativité et l'innovation tout en permettant d'améliorer la prise de décision et la résolution de problèmes. Vraiment, ces 5 idées, la cinquième, vous vous rappelez, hein, c'est je ne définis pas la personne à sa différence, je ne la restreins pas, je ne l'essentialise pas. Ces 5 idées sont les plus importantes que j'aimerais que vous reteniez. Et bien sûr, une attitude d'ouverture quand on est, en fait, peut-être sur l'exemple que je vous donnais, une personne qui révélerait le fait que, elle souffre d'un handicap. Ben, vraiment la meilleure façon de faire, et là on n'avait qu'1 heure, donc on va pas aborder les bonnes pratiques, mais quand même, la meilleure des bonnes pratiques, c'est de rester authentique, naturel, de garder votre naturel et ouvert. Naturel et ouvert, là, vous avez déjà le cœur des bonnes pratiques. Vraiment, j'ai cette expérience-là de savoir ce qui est le plus dur pour les personnes en situation de handicap, et c'est vraiment de pouvoir être sur de la retenue, la gêne et le silence de l'autre en face. Rester naturel, ça on peut parler de tout et les choses se rattrapent. Mais après, c'est un autre sujet que Golma propose. Je lis votre commentaire. Qu'est-ce qu'un environnement non inclusif si dans mon groupe, il n'y a que des barbus, mais de tout sexe, de toute ethnie, de toute nationalité, de toute religion? Est-ce non inclusif? Je ne saurais pas vous dire. Alors attendez, ça me demande de réfléchir. Hem, En fait, hem, un environnement inclusif, ça ne veut pas dire qu'on voit toutes les diversités. Ça veut juste dire que quand une personne qui serait, la 1re à être différente sur, un des sujets par rapport au groupe qui existe, à cet environnement, ben, en fait, elle puisse ne pas être gênée par, l'organisation, on l'a vu lors des réunions et cetera, ou l'environnement matériel, en fait. Pour moi, le problème, c'est plutôt la question de savoir si les bonnes conditions sont mises en place par l'employeur. En fait, ça va être la conséquence. Ça va être la conséquence d'une politique de diversité et aussi d'inclusion. Ça dépend de comment serait reçue une personne sans barbe. Merci pour la réponse, bien sûr. Mais oui, c'est ça. Ça va être la personne différente quand elle arrive. Alors, comment elle est reçue, bien sûr, ça parle d'inclusion, mais surtout, est-ce qu'il y aurait une différence dont elle pourrait souffrir par le fait qu'elle ait pas de barbe? Organisation, matériel, façon dont on s'adresse à elle, possibilité d'évoluer, ben, ça serait ça, c'est très bien résumé. Et si demain je me rase, comment ça se passe? Et ben, malheureusement, par rapport aux maladies, au handicap, là, c'est une belle métaphore que vous nous proposez, hein, par votre exemple et de l'humour. Mais du jour au lendemain, on peut devenir cette, diversité aussi, pour laquelle on n'a pas préparé notre entreprise, évidemment. Merci beaucoup pour la qualité de ces échanges-là. Il reste 5 minutes, allez-y si vous avez des questions, et puis si vous n'avez pas de questions, cliquez sur le lien qui est épinglé au début de ce chat chez Goldmap afin de pouvoir nous améliorer. C'est super important que vous puissiez être nombreux à répondre. Heu, il est -5, ça vous laisse le temps, mais je vous écoute pour les questions. Je vous lis, pardon, dis donc, et puis je remonte aussi pour voir si je n'en ai oublié aucune. Hem Et vous m'avez pas embêtée Margot, hein, il était super votre exemple. Et puis, même si moi, il m'avait mis en difficulté, c'est là où l'échange est très riche. Il peut arriver qu'on change d'avis, hein, par les échanges, même quand on anime. Non, je pense que j'ai raté aucune question. En tout cas, on est sur ces 5 choses vraiment très importantes. Moi, j'ai envie de vous dire pour cette journée, alors ça y est, alors pardon. Ah, merci pour vos retours. Merci Camille. C'est précieux parce que sans voir vos visages, alors par vos interactions, je vois bien que vous étiez
pas mal attentifs. Sans voir vos visages, je m'en rends pas trop compte, donc merci beaucoup et remplissez surtout, hein, l'enquête de satisfaction, super importante. Je lis un dernier commentaire: «Faire un team building avec un atelier onologique alors que certaines personnes ne boivent pas, pour convenance personnelle, religieuse ou autre», bien sûr, ça peut être même aussi de santé. «C'est donc certes de l'intégration, mais pas de l'inclusion». Alors voilà, moi, c'est très pertinent ce que vous écrivez. C'est certes de l'intégration, non, c'est pas de l'inclusion, pas tout le monde peut en bénéficier. Néanmoins, j'irai pas jusqu'à dire que c'est discriminant. Hem, Là, on est sur des choses où on est très proche. C'est un peu sur un fil. Mais c'est un très bon exemple, vous avez raison. Et vous voyez qu'on peut arriver, à être plus dans de l'intégration que de l'inclusion, mais de manière, pas volontaire, en fait. Et on peut aussi créer une discrimination indirecte, vraiment sans le vouloir. Parce que l'idée est très bonne de faire un team building alors est très bonne, pardon, et en plus c'est drôle, je vous dis ça alors que je ne bois pas. Vous voyez comme je suis habituée que ce soit pas adapté à moi, ce genre d'atelier. Mais pour le coup, il y a pas forcément l'intention derrière. Ça aussi, ça peut aussi dédramatiser le sujet. Ce sujet-là, il doit être dédramatisé pour pouvoir être bien cerné et bien approprié. Merci beaucoup pour vos retours. C'était, aussi pour moi très intéressant d'avoir ce type de retour de votre part. Quelles actions, outils à grande échelle recommandez-vous pour encourager, les collègues qui ont peur ou qui ont jamais pensé à demander une, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Merci, elle est très pertinente cette question. Actions, outils. Alors du coup, les collègues qui ont eu peur ou qui ont jamais osé demander la RQTH, déjà les mettez-les à l'aise sur le fait qu'en ayant une RQTH, ils ne pourront pas être discriminés par ça. Ça serait illégal que leur entreprise change d'attitude par rapport à elles, par rapport à ça. La seule chose qui va arriver, c'est que l'entreprise est tenue de changer d'attitude en faisant une adaptation. Donc en fait, les actions à mener pour que la personne ose, aller dans la démarche de RQTH, reconnaissance qualité travailleur handicapé, c'est à faire auprès de la MDPH d'ailleurs, mais je vous invite vraiment à vous documenter. Pour qu'elle ose, ça serait de lui transmettre les avantages qu'elle aura. Pour moi, le premier avantage, c'est d'être connue et reconnue, aimée telle comme elle est, avec toutes ses particularités. Mais ça ne parle pas à tout le monde. Deuxième avantage à mes yeux, mais qui est le premier pour certaines autres personnes, ça serait d'avoir une adaptation de la part de l'entreprise. L'entreprise ne peut pas changer d'attitude de manière négative concernant cette personne, c'est illégal. Par contre, elle est obligée d'adapter, peut-être l'organisation de travail, peut-être, les outils de travail, à la personne qui a une RQTH. Et d'ailleurs, là, c'est très important que vous le disiez à ces collègues-là, l'État prévoit une aide financière dans la mesure où la personne a une RQTH, c'est pas l'entreprise qui va payer pour ces adaptations-là. Ça, c'est très majeur à savoir, hein. Alors là, on va dans du détail, mais c'est super important. C'est pour ça que votre question, je la trouve vraiment pertinente. Ayez ça en tête, ça ne coûte pas à l'entreprise. Alors vous allez me dire: «Oui, mais les travaux peuvent, être une nuisance». Ça va coûter quelque chose, peut-être. En tout cas, c'est une obligation légale. Restons sur ça. Moi, j'aime si j'étais concernée et si j'étais cette collègue-là, ce qui me séduirait le plus, c'est peut-être l'idée de pouvoir être vraiment moi-même sur toutes les parties de qui je suis, auprès de mes collègues et avec mon entreprise. Parce qu'il y a vraiment un mieux-être quand et ça, c'est vraiment basé sur des enquêtes. Il y a vraiment un mieux-être à pouvoir avoir révélé certaines particularités qu'on a. Ça, c'est statistique. Par contre, ça n'empêche pas, encore une fois, ce principe très important que tout appartient à la personne et je vous dis pourquoi, là, c'est vraiment la casquette éducatrice. En fonction d'où elle en est par rapport à l'acceptation de son handicap, elle sera ou pas dans cette démarche-là. Mais néanmoins, elle peut demander la reconnaissance qualité travailleur handicapé et ne pas en parler. Ça sera déjà un beau premier pas pour elle en tout cas. C'est pas un jugement de valeur, c'est un beau premier pas pour elle. J'espère que la réponse est claire. Elle était un petit peu longue. Je vous dis encore un grand merci. C'était vraiment un plaisir, d'échanger de cette manière avec vous. Hem, Merci pour cette merci. L'inclusion nécessite le concours de chacun. Ah, vous êtes nombreux, ça passe vite, pardon. La société tout entière, il y aura des projets dès lors qu'on est sensibilisé sur le sujet. Je rebondis et je vais conclure avec ça, vous avez absolument raison. La prise de conscience est individuelle et c'est ça qui transforme la société. C'est pour ça que chacun d'entre vous, quels que soient vos postes, parlez-en. Parlez-en en famille, parlez-en la semaine prochaine en entreprise, demain aussi. Parlez, parlez, parlez. En fait, c'est là où on gagne sur ces questions-là.
Merci beaucoup et pensez à l'enquête. J'ai dû le dire 10 fois, je m'en excuse. Très, très bon après-midi à vous. Merci. Confirmez que le propre regard est essentiel. Merci beaucoup. Peut-être à bientôt. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous remercie au nom de Goldmap.